Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes de retour après ces 2 semaines de vacances que j'espère reposantes pour vous, hein. J'espère que vous avez bien rechargé les batteries pour ces 2 mois qui nous attendent jusqu'à la fin de l'année. Alors, on se retrouve tout d'abord en distanciel, hein, avec ces vidéos comme vous en aviez eu l'habitude lors de la première semaine de confinement avant les vacances. Et théoriquement, dans une semaine, nous devrions reprendre le chemin de l'école classique où on se retrouvera en présentiel cette fois en classe. Alors on reprend le cours de géographie consacré aux ressources de la planète et à leur gestion. On avait, rappelez-vous, abordé tout d'abord la ressource en eau, une eau qui se fait, rappelez-vous, notamment avec l'exemple de la Californie, de plus en plus rare et qui est une ressource de plus en plus convoitée avec notamment des conflits d'usage. C'est ce qu'on avait abordé comme question, effectivement. Et puis, dans un deuxième temps, rappelez-vous, à travers l'exemple, ce petit scénario de science-fiction que je vous avais créé, ce blackout qu'on pourrait nous annoncer à la fin du XXIe siècle, c'était les ressources en énergie et on avait terminé cette partie en abordant les différents types d'énergie avec leurs avantages, leurs inconvénients, qu'elles soient fossiles ou qu'elles soient renouvelables. Alors aujourd'hui, on va parler du troisième type de ressources, ce sont les ressources alimentaires. Donc vous pouvez prendre votre cahier et noter grand 3, les ressources alimentaires. Alors comme d'habitude, avant de faire un constat un peu plus global, général au niveau mondial, on va tout d'abord s'intéresser à un exemple, une étude de cas dans un pays. Donc après avoir étudié la Californie et les États-Unis, après avoir abordé des questions de ressources également, de l'énergie en France, on va aujourd'hui évoquer la question alimentaire à travers l'exemple de l'Indonésie. Alors, je ne vous en dis pas plus sur cette étude de cas, ce sera à vous de travailler dessus. Alors, comment vous allez travailler? Alors, moi, j'ai fonctionné comme ça avec les 6e et les 3e que j'ai habituellement. Pour vous, les 5e, on n'a pas encore procédé ainsi depuis le début de ce confinement, donc je vais vous expliquer clairement les choses. Alors, vous allez trouver en pièce jointe. Alors, pour les 5e de Bayon, c'est en pièce jointe directement sur mon bureau numérique. Pour ceux de Un Villaujar, ça se trouve dans la pièce jointe de Pronote. Les documents, les voici. Donc, il y en a 6 plus un petit encart, vous voyez, vocabulaire, ici, qui va vous aider à comprendre certains documents. Donc, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des cartes, un petit tableau, il y a des petits schémas simplifiés, des photos, également un texte. Qu'est-ce que vous allez avoir à faire avec ça? Donc, après avoir étudié ces différents documents, vous allez devoir répondre à un questionnaire. Alors, où se trouve ce questionnaire? En fait, il se trouve directement sur mon bureau numérique. Alors, pourquoi je ne vous ai pas envoyé le questionnaire directement, en même temps que les documents en pièce jointe? Parce que j'aimerais savoir qui le fait réellement. Et sur mon bureau numérique, ça me permet, peut-être que certains le font déjà avec d'autres professeurs, je vous montre à quoi ça peut ressembler. Voilà le questionnaire, une partie du questionnaire, parce qu'il y a un peu plus que 3 questions, il doit y en avoir 9 ou 10, une petite dizaine de questions. C'est un questionnaire dont je vous donnerai le lien. Alors, tout dépend encore une fois, vous êtes à Bayon ou à Un Villaujar. Pour les élèves de Bayon, c'est plus simple puisque vous n'utilisez que mon bureau numérique. Donc, le lien vers le questionnaire sera directement dans le travail à faire habituel avec les documents et tout. Tout sera dans un même endroit. Pour les élèves d'Un Villaujar, vous l'avez peut-être vu dans Pronote, je vous ai dit d'aller voir la messagerie, le mail, où vous avez un lien vers ce formulaire de questions. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, il s'affiche comme ceci. Donc vous avez un questionnaire avec écrit questionnaire 5e, les ressources alimentaires. Des petites questions alors qui peuvent se présenter sous forme différente. Vous voyez que parfois vous devez inscrire la réponse dans le cadre blanc. Parfois vous avez simplement à appuyer, cocher la bonne réponse. Donc tout ça à partir des documents. Alors à chaque fois, je vous indique quel document aller voir. Vous voyez, pour les 3 premières questions, c'est à partir du document 1, mais pour d'autres questions, ce sera à partir d'autres documents ou du vocabulaire. Surtout, dernière chose, et je vous l'indique encore ici, attention de bien valider votre questionnaire avant de quitter la page, hein. Une fois que vous avez terminé, clôturé le questionnaire, ne le faites pas avant non plus d'avoir tout fini, hein. Une fois que vous avez tout fini, vous lisez bien et vous validez, c'est tout en bas, hein, donc vous descendrez tout en bas et il y a valider.
Et moi, ça me permettra de voir pour chaque classe quel élève a fait le travail et quel élève ne l'a pas fait. Ça me permettra de faire un petit point là-dessus. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, une fois que vous avez répondu à ce questionnaire, eh bien, vous pouvez revenir dans la vidéo que vous êtes en train de visionner. Donc, faites pause tout de suite, vous complétez les questions et puis vous rappuierez sur Play tout à l'heure, à la fin de votre questionnaire, pour la correction. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc pour la correction de votre questionnaire. On va la faire sous la forme d'un petit schéma, en fait. Je ne vais pas reprendre question par question forcément, mais on va aborder, évidemment, on va revenir sur les documents que vous avez étudiés. J'espère encore une fois que vous avez bien validé votre questionnaire. Ça me permettra, moi, de voir qui l'a fait. Alors, dans votre cahier, vous allez, on va dire, consacrer une page entière. Comme ça, vous serez quitte d'être coincé. Donc, si vous arrivez en bas de page, allez à la page suivante, à côté ou derrière, pour reproduire le schéma suivant. Donc, attendez peut-être qu'il soit complété totalement pour le faire dans votre cahier. Ça vous permettra peut-être de mesurer à peu près la taille des cadres. Pour l'instant, vous ne savez pas ce qu'on va mettre dedans. Donc, attendez un petit peu la correction et puis n'hésitez pas à faire pause. Évidemment, dans la vidéo, c'est l'avantage de ce genre de cours en vidéo. Vous pouvez faire pause, recopier tranquillement, tandis qu'en classe, on va peut-être un petit peu plus vite. Alors, intéressons-nous d'abord au premier document qui vous était utile pour présenter le pays. Voyons d'abord sa situation dans le monde. Ça, il fallait regarder évidemment la carte. L'Indonésie, c'est ce pays qui est en jaune, ici, ou en orange, on va dire plutôt, sur la carte. Alors, il a une particularité, ce pays, il est assez étrange, puisque ce n'est pas un seul bloc, mais il est composé en réalité de centaines, voire de milliers d'îles, 13 000 îles en réalité. Et quand un pays est composé de plusieurs îles, au moins deux, eh bien, on appelle ça un archipel. Un archipel, c'est un ensemble d'îles, un pays formé par plusieurs îles. Donc 13 000 îles, attention tout de même, sur les 13 000, il y en a des toutes petites, il y en a des très grandes. Par exemple, ici, vous avez Bornéo. Bornéo, une partie d'ailleurs de Bornéo est seulement indonésien, le reste appartient à la Malaisie ou à Brunei. Bornéo, c'est la quatrième plus grande île du monde, la première étant la voisine du sud, ici, vous voyez, dépassée, c'est l'Australie. Et puis aussi des très très petites îles, des micro-îles, où il n'y a personne, tout simplement des îles qui sont complètement inhabitées, où il n'y a pas de présence de l'homme. Donc sur les 13 000 îles dont je vous parlais, il y en a à peu près 900 qui sont réellement habitées par les Indonésiens. Donc un pays qui est composé donc, de milliers d'îles, qui est situé sur le continent asiatique. Le petit globe ici, nous le mentionnait, on est en Asie du Sud-Est, et on est coincé entre deux océans, l'océan Pacifique au nord et l'océan Indien au sud et à l'ouest. Donc ça, c'était évidemment à mentionner dans votre présentation, dans la première question, il me semble. Autre chose que l'on peut mentionner sur l'Indonésie, et c'est la question que je vous posais, je vous demandais, est-ce un pays en développement, est-ce un pays émergent ou est-ce un pays développé? Alors ça, c'est du vocabulaire qu'on a déjà vu dans les leçons précédentes. J'espère que vous êtes au point là-dessus, que c'est quand même ancré dans vos petites têtes. Alors, comment on sait si un pays est développé ou pas? Eh bien, on le mesure, ce développement, grâce à l'IDH. C'est l'indice ou l'indicateur de développement humain. C'est un chiffre, hein, en fait, après avoir mesuré différents éléments, l'éducation, la santé, rappelez-vous la richesse du pays, on obtient un chiffre compris entre 0 et 1, 1 étant le maximum du développement et 0 un pays qui ne serait pas développé du tout. Donc plus vous êtes proche de 1, plus vous êtes développé. Et c'est pour ça que je vous ai mis en comparatif, hein, pour vous aider un petit peu à situer le niveau de développement de l'Indonésie. Je vous ai mis deux pays dont on a déjà parlé, la France évidemment et le Nigeria. La France est à 0,9, vous voyez qu'elle est au 27e rang mondial sur 189, donc c'est plutôt une bonne position. Alors on aurait pu s'attendre à ce que la France soit mieux placée, certes, mais c'est tout de même un classement qui la place dans les pays les plus développés. À l'inverse, le Nigeria est seulement 158e sur 189, donc c'est plutôt un pays en développement. Donc logiquement, notre Indonésie qui est à 0,7, qui est 111e, eh bien, commence à faire partie de cette catégorie intermédiaire qu'on appelle les pays émergents, qui est en train de se développer assez rapidement, à l'instar de son voisin chinois au nord.
Et enfin, dernier élément intéressant, la population. Si vous regardez en 2020, le pays compte 275 millions d'habitants. Petite information, ça en fait le 4e pays le plus peuplé du monde, derrière notre duo de choc, la Chine et l'Inde, qui dépasse le milliard d'habitants, et 3e, les États-Unis. Donc 4e pays le plus peuplé du monde, c'est un pays très peuplé, certaines îles sont extrêmement peuplées, et c'est un pays aussi qui s'est peuplé très rapidement. Vous voyez que la croissance démographique a été accélérée à partir des années 50, 60, 70. Vous voyez qu'en 1970, on n'était que 117 millions. Donc vous voyez que 50 ans plus tard, ça a plus que doublé. Donc on a une très forte croissance démographique. Tout ça, on va le noter dans notre première case. Vous pouvez noter Indonésie, qui est donc un pays émergent. Et également, si on parle de sa situation géographique, c'est un archipel d'Asie. Plus précisément, j'aurais pu mettre d'Asie du Sud-Est, entre les océans Pacifique et Indien. On a une forte croissance démographique depuis 50 ans. Et donc, quel rapport avec notre sujet d'aujourd'hui sur les ressources alimentaires? Cette forte croissance démographique représente un vrai défi. Comment nourrir une telle population? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors, regardons un petit peu le bilan de la situation alimentaire en Indonésie à travers ce petit schéma. Sur ce schéma, on vous présente une situation comparative entre l'année 1990 et l'année 2015. On vous donne des chiffres en millions. Alors, à quoi correspondent ces millions? Que veulent-ils nous dire? Eh bien, on vous dit que en fait, ces millions, ce sont le nombre de personnes qui sont sous-alimentées, qui ont une alimentation insuffisante et qui peut provoquer forcément des problèmes de santé. Forcément, quand on est sous-alimenté, on est en carence de certains aliments. Et donc, si on regarde, la situation s'est améliorée. En 25 ans, entre 1990 et 2015, vous voyez qu'on a un peu plus de à peu près, on va dire, 17 millions de personnes en moins qui sont sous-alimentées. On est passé de 36 millions à 19,4 millions. C'est un progrès, un réel progrès. Alors, comment a fait l'Indonésie pour progresser autant alors que sa population continue à augmenter? L'Indonésie a réussi à la nourrir et à même faire baisser le nombre de personnes qui manquaient de nourriture. Quelle solution a-t-elle trouvé? Et bien, on va le voir à partir de ce texte. On vous parle de révolution verte. Alors, ce terme-là, il n'est pas né en Indonésie, il est né dans un pays voisin qu'on appelle l'Inde, qui a utilisé le même genre de technique. L'Inde aussi avait besoin de nourrir sa population, et elle a surnommé par ce mot, révolution verte, en fait, toutes les techniques de modernisation de l'agriculture. Alors, ça passe par des machines, quand on pense modernisation, on pense machines, mais ça passe aussi par la sélection des meilleures graines, des meilleures semences. Ça passe, et surtout, ça passe par l'utilisation massive, on vous le dit, d'engrais, donc ça aide à la croissance de la plante, et aussi de pesticides. Les pesticides, c'est ce qui permet d'éviter toutes les attaques d'insectes ou les attaques de type champignons, maladies des plantes. Donc ça permet forcément d'augmenter la production et de permettre de mieux nourrir la population. Donc dans notre deuxième case, on peut le noter ici, révolution verte. Vous aviez la définition dans les documents, dans le vocabulaire. Donc on utilise des engrais et des pesticides pour augmenter la production. Alors voyons maintenant, toujours à partir de ce document, quels sont les deux types de culture, d'agriculture même, qu'on pratique en Indonésie. Eh bien, c'était assez facile de répondre puisque vous aviez les mots qui ressortaient en rouge. On a deux types de cultures. On a tout d'abord les cultures qu'on appelle vivrières. Comme son nom l'indique, on peut le comprendre, hein, même sans le vocabulaire, vivrières, c'est des cultures qui sont destinées à faire vivre la population, à faire vivre l'agriculteur qui le cultive. C'était le cas déjà au Moyen Âge, hein, quand le paysan cultivait ses champs, c'était d'abord pour vivre, il ne pensait pas forcément à vendre ce qu'il cultivait. C'est plus rarement le cas aujourd'hui dans des pays développés comme la France. Le paysan donne qu'une toute petite partie, et encore, voire pas du tout, de ce qu'il produit. Eh bien, dans la plupart des pays développés, voire encore des pays émergents, pays en développement, pardon, et les pays émergents, on a encore beaucoup de cultures vivrières où les paysans, leur métier leur sert uniquement
à se nourrir, donc à survivre. Alors quelle est surtout la principale culture vivrière? C'était la question que je vous posais. C'est bien évidemment dans beaucoup de pays asiatiques le riz. Le riz qui est une plante qui pousse avec beaucoup d'eau dans des rizières. Alors parfois elles sont construites en terrasse, c'est-à-dire en palier comme ça, quand le terrain est très accidenté. Le riz a besoin d'un terrain plat pour que l'eau ne s'écoule pas, ne dévale pas la pente. Donc on cultive en terrasse cette plante. Donc vous pouvez le noter dans la première case. La révolution verte a évidemment favorisé également le développement d'agriculture vivrière, puisqu'on a sélectionné les meilleures graineries, on a utilisé l'engrais pour faire pousser mieux le riz. Alors il y en a d'autres, des cultures vivrières, mais c'est presque exclusivement, en tout cas principalement, le riz. Alors deuxième type de culture qui est pratiquée notamment grâce à la révolution verte, ce sont les cultures commerciales. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture commerciale? Comme son nom l'indique, là aussi le vocabulaire était presque inutile à aller voir, même si vous pouviez vérifier bien évidemment, il était là pour ça. Mais culture commerciale, on comprend bien le but de ces cultures, c'est de faire du commerce, c'est-à-dire de le vendre, de les vendre ces cultures. Elles ne sont pas destinées à nourrir la population, même si l'agriculteur peut consommer un petit peu de sucre, un petit peu d'épices, de cacao évidemment, mais pas dans les quantités qu'il produit évidemment, et encore moins du caoutchouc qui est pour les plus petits, on ne consomme pas du caoutchouc quotidiennement et encore moins pour se nourrir. Alors, ces cultures commerciales, la principale de l'Indonésie, ce qui permet de s'enrichir véritablement, il y en a une. L'Indonésie est le premier producteur, le premier pays producteur mondial d'huile de palme. Voilà comment se présente cette huile de palme. Donc, comme son l'indique, c'est une huile faite à partir de palmiers, des palmiers à huile. Palmier, c'est une plante qui peut produire différents types de fruits. Ça peut être des dattes, c'est là qui se consomment, des fruits secs qui se consomment. Là, ce sont d'autres types de fruits dont on extrait une huile qui est très intéressante, cette huile, parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Et c'était ça que je vous demandais dans un QCM, dans une des questions que je vous posais dans le questionnaire, il y avait un QCM. Pourquoi cette huile de palme est de plus en plus consommée dans le monde? C'est l'huile la plus consommée, devant le soja, devant le colza, devant le tournesol et devant largement l'huile d'olive, qui est pourtant bonne pour la santé. Là, l'huile de palme n'est pas forcément très bonne pour la santé, au contraire, elle provoque des problèmes de cholestérol, elle a beaucoup de gras, c'est une huile très grasse, donc qui peut poser des problèmes de cholestérol, donc des problèmes de santé si elle est consommée en trop grande quantité, mais elle a bien d'autres avantages. C'est une huile qui se conserve bien, donc forcément quand elle est transportée d'aussi loin, il faut que ce soit une huile qui se conserve bien pour pouvoir être consommée ensuite. Euh, c'est une huile qui permet aussi à tous les aliments, et notamment au Nutella, très connu des amateurs de pâte à tartiner, et qui donne un aspect onctueux, une texture onctueuse aux aliments. Et puis elle est utilisée dans un grand nombre de produits, puisque à part l'alimentation, je vous ai cité le Nutella, mais beaucoup de gâteaux, de friandises, de tartes, etc. Mais également, vous le voyez de manière plus surprenante, pour le dentifrice, les peintures et même les biocarburants. Donc vous pouvez le noter dans la deuxième case, en face de l'agriculture vivrière, une agriculture commerciale, donc huile de palme, qui est la culture commerciale la plus rentable, mais également du thé, du café ou du caoutchouc qu'on obtient à partir d'arbres qu'on appelle des EVA. Alors, ces deux agricultures rencontrent malheureusement des problèmes. Pour l'agriculture vivrière, donc qui est destinée à faire vivre les paysans, si on revient sur notre document 2, on voit que même s'il y a eu un progrès, il reste quand même un nombre colossal, 19 millions d'habitants. Alors à l'échelle de l'Indonésie, ça représente un petit peu moins de 10% des habitants, mais c'est quand même important, à peu près 8%. 8% des habitants sont mal nourris. Et si vous regardez, juste à côté, on vous dit que c'est principalement les enfants, surtout les enfants en bas âge, de moins de 5 ans, qui souffrent de la faim. Donc c'est encore plus dangereux parce que ces enfants-là sont vulnérables, forcément, quand on a moins de 5 ans, le moindre manque alimentaire, les moindres carences alimentaires sont aggravées, évidemment. L'organisme n'est pas aussi préparé à ce genre de manque. Donc c'est très grave. En Indonésie, c'est un des pays où les enfants sont en retard de croissance, gros retard de croissance par rapport à d'autres pays.
Donc le problème de cette agriculture vivrière, c'est qu'elle n'est pas encore suffisante pour nourrir l'ensemble des habitants de l'Indonésie. On peut noter, hein, on a encore à peu près 20 millions de personnes sous-alimentées, surtout les jeunes enfants. Alors, qu'en est-il pour l'agriculture commerciale? Quel est le problème? Puisque là, ce n'est pas un problème pour nourrir les habitants, elle ne sert pas à ça, elle sert surtout à gagner de l'argent, hein, à exporter, à vendre. Mais là, elle pose différents types de problèmes, deux principalement. Un problème pour les habitants et un problème surtout sur l'environnement. Et pour ça, vous aviez besoin du document 6 qui vous présente comment s'organise la culture du palmier à huile en Indonésie. Pour ça, en Indonésie, c'est un pays qui est recouvert d'une jungle épaisse, d'une jungle dense, d'une forêt tropicale. Donc pour ça, pour cette culture du palmier à huile, il faut détruire cette forêt. Alors comment ça se passe? Eh bien, on déforeste, on coupe les arbres, on fait des défrichements, hein, un petit peu comme ce que faisaient les gens au Moyen Âge, rappelez-vous, hein. On défriche, on brûle pour avoir une terre nette, entre guillemets, et ensuite, on peut planter ces immenses champs de palmiers. Vous allez me dire, c'est pas grave, on remplace des arbres par d'autres arbres. Oui, sauf que c'est tout un écosystème, c'est toute la biodiversité qui s'en retrouve menacée, déstabilisée, puisque sous les palmiers, il n'y a pas grand-chose qui pousse, alors que dans une jungle tropicale, c'est d'une richesse, la jungle tropicale est d'une richesse incroyable d'êtres vivants, que ce soit des végétaux ou des animaux, et notamment les grands singes qui sont menacés par ces immenses incendies. Voilà une photo, vous voyez ces immenses forêts qui brûlent. Les grands singes et notamment les orang-outans qui sont les principales victimes et qui sont menacés d'extinction dans cette zone de la planète. Donc c'est très grave, hein, on nous le signale assez souvent, mais pensez-y peut-être la prochaine fois que vous acheterez du Nutella. Dites-vous que ce Nutella il est obtenu grâce à une huile de palme qui est à l'origine d'une déforestation massive et de l'extinction d'une espèce. Alors, menace sur l'environnement, pollution aussi, parce que dites-vous bien que ces immenses brasiers là, produisent énormément de gaz à effet de serre, hein, notamment du CO2, et puis les arbres en eux-mêmes, quand vous brûlez des arbres, tout le carbone que ces arbres emprisonnaient, hein, puisque les arbres se nourrissent de carbone, c'est toujours plus de carbone libéré dans l'atmosphère et qui favorise le réchauffement climatique. Donc c'est une double catastrophe environnementale. Catastrophe environnementale qui s'ajoute à une catastrophe humaine, puisque les habitants sont évidemment menacés par ces feux, menacés par la dangerosité des feux, par les nuages toxiques, mais aussi par la destruction de leur outil de travail, puisque ces terres appartenaient souvent aux paysans, ils ont été expropriés, dépossédés de leurs terres pour construire ces immenses champs de palmiers à huile. Et donc on les prive de leurs terres, donc ça les appauvrit. Là où ils cultivaient autrefois leurs fruits, leurs légumes, eh bien, ces gens-là sont obligés, on nous le dit dans le texte, d'acheter désormais leurs légumes. Et donc, vous voyez, vous avez des manifestations, des conflits même, parfois des conflits armés, où vous avez des gens qui réclament, qui protestent contre, on vous dit, hein, ici l'Indonésie est en train de donc de tuer Rio. Rio, c'est une des îles de l'Indonésie. Et pourquoi elle le tue? Eh bien, pour l'industrie de l'huile de palme. Et on voit sur ces photos, évidemment, les forêts qui brûlent et les gens qui sont menacés par ces immenses feux. Donc vous pouvez le noter, dernière conséquence négative de l'agriculture commerciale, et notamment de la culture de l'huile de palme, c'est la déforestation, le danger extrême pour la biodiversité, notamment les grands singes comme les orang-outans, les gaz à effet de serre, l'appauvrissement des paysans et les conflits qui en découlent, les conflits humains entre les entreprises et la population locale, évidemment. Alors pour terminer sur une note positive tout de même, je vous avais demandé de visionner une petite vidéo qui vous montrait les actions d'une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale, une association si vous préférez, hein, qui n'a pas un but de gagner de l'argent, mais qui a pour but au contraire de faire se développer des projets qui sont beaucoup plus respectueux à la fois des habitants, du social, mais aussi de l'environnement, et qui permettent à ces habitants aussi de se nourrir et donc de vivre, de gagner de l'argent. Donc ça permet, logiquement, on retrouve nos trois facettes du développement durable, économie, sociale et environnementale,
Alors, quels sont ces projets? Alors, on vous a parlé d'agriculture biologique, où on évite d'utiliser des engrais, des pesticides, parce qu'évidemment, ça pollue les sols, les nappes phréatiques, on en a déjà parlé. Alors, en plus de cette agriculture biologique, on vous a parlé aussi d'agroforesterie. Alors, c'est un élément intéressant et on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie? Je vous montre à partir de cette image qui nous résume rapidement ce que c'est. C'est quelque chose qui est déjà pratiqué dans des pays développés comme la France, hein, vous voyez ici. C'est l'idée de mêler en fait sur une même parcelle de culture la culture habituelle, par exemple de céréales, de blé, et les arbres. Pourquoi? Parce que les arbres sont un magnifique abri pour toutes les formes de biodiversité, que ce soit les oiseaux, que ce soit les insectes, que ce soit les animaux qui vivent dans la terre. Ça permet de lutter contre l'érosion des sols, c'est-à-dire des sols où l'eau ne pénètre plus, où l'eau ruisselle, donc ça permet de protéger également l'eau, donc également d'enrichir les cultures qui sont à côté. Donc tout le monde y est gagnant, ça on vous dit aussi que ça permet d'emprisonner le carbone, donc ça évite aussi ce réchauffement climatique. Donc c'est aussi pour ça que on commence aussi à replanter des haies. Vous savez, ces petits buissons qu'on retrouve le long des champs, c'est un abri pour la biodiversité, pour les oiseaux, pour les insectes. Alors vous avez vu dans la vidéo, là, c'est pas forcément des haies, c'est carrément des arbres de très grande taille qui permettent de protéger d'autres arbres, notamment ceux qui produisent du café ou du thé. Et donc ces arbres s'enrichissent mutuellement et tout le monde est gagnant, c'est écologique, ça permet de protéger l'environnement et également de ne pas faire perdre de rendement parce que le paysan doit aussi vivre de ce qu'il produit. Et au contraire, on s'est rendu compte que ça permet de produire plus puisque les plantes s'auto-nourrissent entre elles. Donc vous pouvez noter, en dessous des dernières cases, vous faites une petite accolade et on va conclure avec une solution plus durable, une solution assez différents problèmes pour le futur. C'est l'agriculture biologique, l'agroforesterie, ou encore ce qu'on a appelé le commerce équitable. Alors je reviendrai un peu plus dessus en détail sur ce que c'est on reviendra sur un bilan global au niveau mondial. Le commerce équitable, c'est un commerce qui, comme son nom l'indique, est plus équitable, notamment qui permet aux producteurs d'avoir de meilleurs revenus, un meilleur partage euh, sur le prix du produit pour le producteur. Voilà, une fois que l'ensemble de ce schéma est noté, on se retrouve donc en fin de semaine pour la dernière partie qui sera consacrée toujours aux ressources alimentaires, mais au niveau mondial. On fera un bilan global au niveau mondial et on parlera plus dans le détail des différentes solutions qui sont envisagées pour le futur pour nourrir une population qui est en croissance. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. On vous parle aussi d'agroforesterie. Et je vais terminer là-dessus. C'est un élément intéressant puisqu'on l'utilise également de plus en plus dans nos pays développés. L'agroforesterie, c'est l'idée de mêler à la culture habituelle, alors la culture de légumes, de céréales, de mêler dans les champs euh, la plantation d'arbres, parce que les arbres sont à la fois une protection pour tous les êtres vivants, que ce soit ceux qui vivent dans la terre, que ce soit les insectes,